je suis ravie de vous accueillir pour cette 19e convention sur le thème de Relevons le défi de l'excellence de service pour tous, 2024 accélérateur d'engagement. Et moi, j'aurais mis plusieurs S, parce qu'on a vraiment besoin d'engager les clients, les consommateurs, les collaborateurs, pour être au service de nos organisations, de nous-mêmes et au-delà. Donc, parce que, comme vous le savez tous, personne ne pourra constater que le monde vit actuellement de grands bouleversements technologiques, économiques, organisationnels et puis aussi, bien sûr, écologiques. Et dans ce contexte incertain, complexe et ambigu, il est important de comprendre pour agir, car ces grands bouleversements ont toujours entraîné, à travers les crises qu'ils génèrent, de profondes mutations du travail en général, en accélérant les mouvements de transition et de changement. Et la relation client, le service, n'échappe pas à ce phénomène. Et c'est la raison pour laquelle Esprit de Service France a organisé depuis plus de 10 ans bientôt, avec ses rencontres et des travaux spécifiques sur différents sujets aigus du service en règle générale, avec ses membres et son réseau d'experts académiques, vous propose des résolutions, des pistes de travail, des pistes de réflexion. Et comme vous le savez, on produit toutes ces études qui sont à destination de nos membres. Et donc, parce que ça va être de plus en plus important de faire face à ce que Laurent Alexandre appelle la guerre des intelligences, notamment à l'heure de ChatGPT, dans son livre. Et notre raison d'être et notre ADN au sein d'Esprit de Service France, c'est vraiment d'inspirer, de vous inspirer et de jouer un rôle qui, j'espère, va essayer de compenser toutes ces évolutions et va vous donner des pistes pour reconstruire et construire, des fois reconstruire une relation réussie. Et ça, c'est vraiment fondamental, surtout à l'approche des grands événements que nous allons vivre bientôt en 2024, d'essayer d'agir sur le comportement, le respect, l'expérience professionnelle et ces attitudes et cet état d'esprit de service. Et comme le dit si justement l'économiste Marcus Stanley, le billet de dollar que le client reçoit des guichetiers dans 4 banques différentes est le même. Ce qui est différent, ce sont les guichetiers. Alors, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir nos éminents experts pour la première table ronde avec Jean-Yves Lépine qui va animer cette table ronde, qui est, comme vous le savez, trésorier d'Esprit de Service France, mais qui a un rôle exceptionnel, important au sein d'EDF, que vous connaissez tous, qui s'occupe d'innovation. Et nous allons aussi accueillir, bien sûr, Alexiane Besser-Déhort de Edge, qui est responsable de la relation client, qu'on a le plaisir d'accueillir et qui est membre d'Esprit de Service France, et nous en sommes ravis. Merci beaucoup, Alexiane. Agnès Baillot, GRDF, qui est notre secrétaire général préféré et qui est déléguée expérience client chez GRDF. Thierry Sarotte, Air France, directeur de la culture client. Et Flore Firino-Martel, présidente de Téléressources, grâce à qui on est ici. Téléressources. Voilà. Merci à vous et bonne table ronde. Je passe les trucs en fonction. Effectivement, donc installez-vous pour cette table ronde. Ça me fait toujours, la table est ronde, effectivement, même si on est un petit peu en randonnion. Mais un sujet important, relation client augmentée. On a pris garde à dire que ce n'est pas les conseillers clients qui sont augmentés. Moi, je pense qu'effectivement, on a des conseillers qui sont des personnes qui agissent, qui travaillent, qui font un certain nombre de choses. Et pour autant, un certain nombre de technologies vont permettre d'augmenter les relations, augmenter la façon dont on interagit avec ses clients, la façon dont on va pouvoir justement augmenter les services qu'on leur délivre et être, pour faire écho à ce que disait Maryse, les meilleurs guichetiers possibles dès lors qu'on remet un billet de banque à nos clients. Donc c'est ça le sujet, et donc je trouve qu'on a une belle table ronde, un bel aéropage de personnalités qui vont se présenter. Donc vous avez déjà les noms, ils vont se présenter puisque c'est l'objet du
premier tour de cette table ronde, que chacun se présente, indique un peu ce qu'il fait, ce qu'elle fait dans ses missions, dans sa fonction, dans son entreprise. Et on a la chance d'avoir une grande diversité d'entités et d'entreprises, et c'est ça qui va faire la richesse, je pense, de l'échange. Donc je vais commencer par passer le micro, ou prendre le micro effectivement à Alexiane, qui est donc la plus récente dans l'association, et puis qui va pouvoir nous présenter ce qu'elle fait pour une organisation qu'elle va vous dévoiler. Bonjour à tous, du coup moi c'est Alexiane Besser-Desor, je viens ici vous parler de la société Edge. Edge, c'est une entreprise qui œuvre dans le yachting, donc c'est peut-être un milieu, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Nous on est basé à Marseille. Edge, ça a commencé il y a à peu près 3 ans, quand mon directeur a acheté PMS, Planète Mer Service, qui est une société de gestion d'équipage depuis plus de 25 ans, donc basée à Marseille. Et depuis début 2023, on a 2 nouvelles sociétés qui sont venues se greffer, c'est Edge Ship et Edge International. Aujourd'hui, notre cœur de métier depuis 25 ans, donc, c'est la gestion d'équipage. Le milieu du yachting, c'est pas un milieu qui cherche à fidéliser vraiment son client. On est plus sur un milieu, une action one shot, quoi. J'essaye d'en mettre plein les yeux et voilà, on n'a pas cette culture-là, pardon. On a un sacré retard, je trouve, de par mon expérience passée au niveau des process de fidélisation chez Decathlon. On a un sacré retard dans la digitalisation des process pour fidéliser nos clients, pour que ce soit beaucoup plus fluide pour eux, pour avoir de la data, un maximum de data pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. On a un manque de transparence. Ça, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui chez Edge pour le milieu du yachting. Et voilà, nous depuis 3 ans, du coup, on a mis l'accent sur la digitalisation de nos process. Donc, on a créé notre propre plateforme RH pour communiquer avec nos clients. Il faut savoir qu'on a 2 types de clients. On a le client propriétaire de navire, mais on a aussi le client marin. Parce que même si ce sont nos collaborateurs, ce sont nos employés à un moment donné, si on ne répond pas à leurs attentes, si on ne prend pas soin d'eux, ils ne reviendront pas. Et un marin qui est satisfait de nous, c'est un marin qui est apporteur d'affaires, qui reste chez nous et qui nous amène d'autres marins qui vont aussi satisfaire nos clients. Voilà, donc on a créé une plateforme RH avec un espace personnel complètement sécurisé et dédié. Possibilité de prélever directement le client. Et ça, c'est pour une petite PME comme nous, on est 12 employés au sein de Edge. Pour savoir, en tant que membre de Edge, on peut monter jusqu'à 200 employés si on compte les marins l'été. Donc cette plateforme, elle est super parce qu'elle nous a permis en 3 ans de passer de 500 marins à 2000 marins référencés, de 80 bateaux à 500 bateaux référencés et de 50 clients à 350 clients. Donc on a vraiment de toute origine, vraiment très internationale. On a développé depuis début 2023 Edge Ship qui du coup ne fait pas du tout de gestion d'équipage mais plutôt la gestion de tout ce qui est maintenance, conformité du bateau. L'idée pour nous, c'était de dire aux propriétaires, écoutez, vous nous confiez les clés de votre yacht, nous, on s'occupe de tout de A à Z, de l'équipage jusqu'à la commercialisation, en passant par la maintenance et en passant par votre choix de pavillon et tout ce qui est les déclarations fiscales, etc. Voilà, et on a ouvert aussi également des bureaux à l'île Maurice pour tous les marins qu'on ne peut pas employer qui n'ont pas des diplômes français. C'est très compliqué d'employer en France un marin qui n'a pas de diplôme français. Donc on a ouvert cette succursale, on va dire, à l'île Maurice depuis peu. Et enfin, je vous parlais de transparence, on a à cœur vraiment de communiquer avec nos clients, donc marins et propriétaires au maximum. Ils ont tous les mois un débrief complet, que ce soit financier, au niveau de la maintenance, de tout ce qui est entrepris à bord de leur bateau, les échanges qu'on peut avoir avec leurs marins, c'est complètement transparent. Et on fait jouer au maximum notre effet réseau. C'est un milieu pour lequel
tout le monde essaye de, un peu comme un oignon, quoi, de venir prendre sa peau d'oignon, quoi, et à la fin il reste que très très peu. Nous, ce qu'on veut, c'est on arrête les commissions, on prend pas de commission sur tout ce qui se fait, on est le plus transparent possible, on fait jouer au maximum notre réseau de partenaires, notre réseau de marins, on fait profiter tout le monde et c'est gagnant pour tout le monde. Voilà qui on est chez Edge. Merci Alexiane. Donc moi je retiens déjà 2 mots-clés que je trouve très intéressants. C'est tout ce qui est lié effectivement à la transparence, par quoi tu viens de terminer, mais également tout ce qui est lié à la facilitation. Donc finalement, une relation client augmentée, c'est de se mettre dans la peau du client, quel qu'il soit, avec la diversité que tu as évoquée, mais lui faciliter la vie et le faire en transparence. Donc ça veut dire on organise la communication, on organise un certain nombre de choses. Je trouve que c'est tout à fait remarquable de mettre un coup de focus sur ces 2 notions. Je vais proposer à Agnès maintenant de nous présenter GRDF et aussi tout ce que vous faites dans cette entité. Alors pour le coup diamétralement opposé par rapport à ce que vient de nous présenter Alexiane, mais nous présenter comment du coup un grand groupe gère aussi les sujets de relations clients et met en avant une belle démarche. Merci Jean-Yves. GRDF, je vais rappeler en quelques mots qui on est. Gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, on a 95% du territoire. Et on a 11 millions de clients raccordés à nos réseaux. On livre le gaz pour vous chauffer, vous nourrir et vous permettre de prendre des douches chaudes aussi. Donc 11 millions de clients, à peu près 11 000 collaborateurs aussi. Et des gros enjeux parce que depuis 3 ans maintenant, on a un contexte qui est assez perturbé pour plein de raisons. Donc on a déjà des réglementations thermiques qui ne sont pas très favorables au gaz. Donc ça c'était 2020. On a aussi eu, et je pense que ça ne vous aura pas échappé, des grosses tensions sur l'énergie ces derniers mois, voire dernières années, avec les conflits qu'on peut avoir, notamment à l'Est et pas que. Et on s'est rappelé en France que l'énergie, ça pouvait être stratégique et l'énergie, ça peut être cher. Donc voilà, on a des grosses tensions sur les prix du gaz. Forcément, ça impacte nos clients et on doit être de plus en plus à l'écoute de leurs besoins de sobriété, de leurs besoins de maîtriser leur énergie. Le contexte, qu'est-ce que je peux dire aussi sur notre contexte ? De fait, on a, et puis il y a l'interdiction, il y a eu l'interdiction des chaudières, là, une grosse menace au printemps dernier. Le nuage de la menace s'est un tout petit peu éloigné et il reste quand même toujours présent. Et on a des clients en baisse. 11 millions de clients, ils sont là et ils sont assez captifs. Et ça commence à s'éroder. Donc on doit encore plus qu'avant choyer nos clients. Du côté de l'interne, on est un grand groupe, on fait partie d'un grand groupe, des réorganisations, on a un climat social qui est tendu. L'année dernière, à cette époque-là, on a nos techniciens qui ont revendiqué des augmentations de salaire et qui n'ont pas été à tous les rendez-vous chez les clients. Et on a globalement un petit retard sur la digitalisation et un vrai enjeu aussi à transformer nos relations avec les clients. Donc pour toutes ces raisons, la délégation expérience client là, que j'anime, on est depuis 8 ans en train de rappeler à tous les collaborateurs, alors vraiment du sommet jusqu'aux techniciens et aux conseillers, que le client c'est important. Moi je suis ravie quand j'entends ma directrice générale dire en conclusion de ces séminaires le client c'est pas une option, c'est aussi important que la sécurité. Et là, je me dis que je commence à gagner de l'écoute et à gagner au niveau de GRDF. Donc voilà, l'enjeu, il est bien pour nous de
conserver au maximum les clients qu'on a, de les fidéliser, de faire en sorte qu'ils soient convaincus que le gaz, alors le gaz vert maintenant, le gaz vert c'est l'avenir aussi, ça fait partie des énergies de la transition environnementale et qu'on est là pour les accompagner. Merci beaucoup Agnès. Donc effectivement, moi je retiens 2 mots-clés complémentaires. C'est d'abord que forcément on a des collaborateurs, il faut s'intéresser aux collaborateurs. On le sait bien ici avec l'intervention de Vinette Nayar. Employee first, client second. Si on a des salariés qui ne sont pas satisfaits de leur situation personnelle dans l'entreprise, alors par essence, ils ne mettront rien en œuvre pour satisfaire les clients. Et puis le sujet, parce que vous y êtes confrontés avec une situation qui change, s'assurer qu'on est en permanence suffisamment connecté avec les clients pour bien comprendre quelles sont leurs attentes. Écoute, merci Agnès. Et puis maintenant, j'ai passé la parole à Thierry qui va nous parler aussi une deuxième très belle entreprise qui fait plein de choses depuis longtemps, qui va nous parler de la façon dont Air France gère ce sujet. Merci Jean-Yves, bonjour à tous et à toutes. Alors, bon, je ne sais pas s'il est très utile de présenter Air France, on fête nos 90 ans cette année. On a, dans le cadre du groupe Air France KLM, de l'ordre de 70 000 collaborateurs, environ 40 000 pour Air France, et un très grand nombre d'entre eux, c'est de l'ordre de la moitié, qui sont en contact au quotidien avec des clients partout dans le monde, et donc une très grande diversité aussi de clientèle, diversité culturelle, diversité de nationalité. 50% de nos clients à peu près sont des clients qui ne sont pas français. Donc ça veut dire qu'on a aussi la nécessité de s'adapter à cette diversité, de répondre aux attentes de cette clientèle. Et pour ce faire, on a mis en place il y a des années, et Florence Désert a réalisé tout ça, et ce qui fait que actuellement on est sur quelque chose, la relation client, qui est très très implanté dans l'entreprise. Tout le suivi, la mesure de la satisfaction client, les plans d'action qui peuvent en découler sont des éléments qui sont très forts aujourd'hui dans l'entreprise et qui participent totalement au processus de décision. Donc merci Florence d'avoir fait tout ce travail-là, qui fait qu'aujourd'hui on a une entreprise qui est très sensibilisée à cette dimension, et Air France en tant que compagnie aérienne premium a un positionnement qui nous amène à effectivement devoir porter une attention toute particulière à l'ensemble de notre clientèle et à répondre à des attentes qui sont des attentes tout à fait légitimes vis-à-vis d'une entreprise qui propose un service premium. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis d'informations sur Air France sur cette slide, mais sur les attentes de nos clients, puisque pour Air France, cette notion de relation client, et j'y viendrai ensuite, elle est extrêmement importante parce que c'est un élément distinctif vis-à-vis de notre concurrence. Et c'est un élément qui fait que un grand nombre de nos clients nous choisissent uniquement pour la qualité des interactions entre nos collaborateurs et eux quand ils sont amenés à voyager ou réserver des billets d'avion auprès de nos call centers. Donc on a tout un dispositif qui est mis en place et qui repose justement sur l'ensemble de ces attentes clients que vous pouvez voir à l'écran. Et ce dispositif, on sera amené à en parler, on l'enrichit régulièrement justement avec des outils qui nous permettent d'améliorer encore, on l'espère, la relation, la personnalisation avec nos clients, mais aussi toutes les marges de manœuvre que l'on peut donner à nos collaborateurs pour permettre que cette relation elle soit la plus fluide et la plus performante possible, mais surtout qu'elle provoque une émotion auprès de nos clients et que cette émotion soit évidemment un élément important de fidélisation de nos clients et de recommandation aussi de leur part. Donc voilà, je développerai ensuite un petit peu plus ce qu'on met en place en la matière.
Merci beaucoup Thierry. Là, je retiens aussi deux mots-clés. Le premier, c'est la singularité, s'appuyer sur sa singularité. Et vous dites, en fait, nous sommes choisis, nous, Air France, parce que justement, nous avons un certain nombre de spécificités qui font que vous devez plus que le transport à vos passagers. Et c'est marqué dans la diapositive, effectivement, cette touche française qui a de la valeur. Et s'appuyer sur ces singularités, hein, pour ceux qui étaient là à la convention dernière, c'est quelque chose dont on sait que c'est un atout gagnant. Et puis, le mot de liberté au sens liberté des collaborateurs dans l'interaction, c'est une forme de liberté, c'est une forme de responsabilisation, c'est l'empouvoirment, pour utiliser le mot français de l'anglicisme bien connu, mais évidemment un empouvoirment accompagné. On ne laisse pas les personnes électrons libres démunies éventuellement par rapport à des situations, mais vous les accompagnez. Donc merci aussi pour ces mots-clés. Et puis maintenant, je passe la parole à Flore, qui va nous présenter les choses autour de, effectivement, donc téléressources, son activité, avec un point un peu différent peut-être des autres, puisqu'elle va nous parler de la façon dont elle accompagne ses clients vis-à-vis de leurs propres clients. Et ça, c'est une dimension intéressante. Oui, j'ai la chance, depuis une vingtaine d'années, de voir de nombreuses organisations. Et effectivement, le mot attitude client, orientation client, le client au cœur de toutes les organisations est extrêmement présent. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait quand les directions générales sont moteurs. Mais nous n'en sommes pas tous au stade d'Air France, loin de là. Et je vais quand même jeter un petit pavé dans la mare parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Sachant que là, on parle de grosses entreprises prestigieuses, françaises, et on parle essentiellement de ceux qui sont en contact direct avec les clients. Donc, des call centers, dans les guichets, l'accueil, les techniciens qui se déplacent, mais il y a aussi derrière toutes les fonctions support, les services de gestion. Et eux, lorsqu'on leur dit, lorsque le téléphone sonne, c'est courage, fuyons, et tout le monde part le plus vite possible. Et nous, on leur dit, vous vous inquiéterez quand le téléphone ne sonnera plus. Hein. Voilà, donc ça c'est certain. Ils ont beaucoup travaillé globalement dans les organisations sur les entretiens, les guides d'entretien, la façon de prendre en charge un client. Mais tout est encore très normé, codifié, quantifié. Il faut que les appels tiennent en 3 minutes 30. Il faut que les entretiens, même de la préparation à la retraite, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Vous pouvez prendre rendez-vous sur un accueil conseil retraite, ça ne doit pas dépasser 30 minutes, même si vous avez eu une carrière très compliquée. Donc tout ça, il y a encore effectivement beaucoup de travail. Les directions générales qui descendent pour écouter des appels clients, il y en a combien ? Qui accompagnent des commerciaux, il y en a combien ? Qui vont sur les sites où les clients se rendent, il y en a combien ? Donc apparemment, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, on sait vraiment aujourd'hui que satisfaire les besoins de base, oui, on répond à votre question, oui, vous avez eu l'information que vous recherchez plus ou moins facilement, par téléphone, par mail, par visio même, ou en face à face. Mais aujourd'hui, satisfaire les besoins de base d'un client, ça ne suffit plus à le fidéliser. Le fameux Net Promoter Score de taux de satisfaction client, c'est quelque chose qui m'impressionne toujours parce qu'un client très satisfait et qui va être promoteur, sur 10, il doit donner la note de 9 ou de 10. 7 ou 8, c'est considéré comme neutre. On ne dit rien. En dessous de 7, ce sont des détracteurs. Donc vous imaginez à quel point il faut être bon. Donc nous, ce que nous faisons et ce que les clients nous demandent de faire, c'est d'accompagner les collaborateurs à répondre aux attentes relationnelles d'un client. Pas uniquement de répondre à une information, une demande d'information, mais de comprendre dans quel état d'esprit il est. Est-ce qu'il est inquiet ? Il a besoin d'être rassuré. Est-ce qu'il est agacé parce qu'il a déjà appelé 4 fois et qu'il n'a toujours pas sa réponse ? Est-ce qu'il a besoin d'être compris ? Est-ce qu'il a besoin tout simplement d'être écouté ? Et donc ça, ce sont des tout petits plus finalement. Des tout petits plus qui montrent qu'on l'a écouté.
Et ce que l'on dit toujours à nos clients, parce qu'on fait beaucoup de jeux de rôle, on crée des mises en situation très spécifiques, et on réécoute ou on revisualise. Et là, on dit, qui a parlé? Moi, plus des 2/3, 70% du temps. Et quand tu parles, toi, qu'est-ce qui se passe? Le client n'a plus le temps de parler. Et donc là, effectivement, le fait de s'intéresser à son client, c'est d'abord lui poser des questions. Et pour poser des questions, il faut le laisser parler. Et donc ça, l'air de rien, c'est super difficile à mettre en œuvre. Voilà, donc la culture client, parce que pour pouvoir en effet faire passer les émotions, les petits plus, la facilitation, parce que le client, il adore qu'on fasse le boulot à sa place, hein. Parce que là, globalement, depuis maintenant des années, on lui demande, tu fais tout le boulot tout seul, hein, tu te connectes, tu fais tout. Mais quand il vous appelle, c'est qu'il a envie qu'on le fasse pour lui. Voilà. Et donc ça, c'est l'attention au client, c'est lui créer le petit plus. Là, l'autre jour, j'étais dans la rue, j'ai un sinistre, un dégât des eaux, et ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas noter le numéro de sinistre, je vous l'envoie par texto. Là, c'est génial, voilà, tout est compris. Et effectivement, nous sommes d'accord que ces attentes relationnelles, c'est ça qui va nous amener vers les petits plus, qui va faire que vos clients seront vraiment fidélisés. Merci Flore. Donc effectivement, là je vais aussi retenir deux mots-clés par rapport à ce que tu viens de nous dire. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit incarné à tous les niveaux, que effectivement c'est depuis le manager jusqu'aux salariés, aux collaborateurs en relation directe avec le client. C'est l'ensemble de l'entreprise qui doit incarner cette posture relationnelle avec un devoir d'exemplarité. Et puis ça rejoint ce qu'évoquait un petit peu Alexiane, mais la facilitation de la vie du client. Donc ça veut dire se mettre en capacité de le comprendre, donc de l'écouter, avec toute la difficulté effectivement de l'écoute. On est dans un monde, je pense, qui parle beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Mais du coup, pour écouter, il faut savoir se taire. Et je suis d'accord que c'est pas forcément simple. Et donc, c'est aussi un apprentissage. Et donc, merci d'accompagner aussi un certain nombre de tes clients pour qu'ils puissent être en capacité d'écoute. Donc maintenant, effectivement, donc, les portraits ont été posés. Donc, on va repasser la parole à nos auteurs ici de ces programmes ou qui les pilotent pour qu'ils nous disent un peu les modalités de mise en œuvre, comment ça se passe concrètement, qu'est-ce qui est mis en œuvre et comment la dynamique a été insufflée au sein de leurs différentes entités. Alexiane. Alors du coup, au sein de Edge, je vous disais tout à l'heure, nous on met surtout l'accent sur nos marins, parce que des marins qui vont prendre soin des bateaux, c'est à la fin des clients très satisfaits. Faut savoir que dans le milieu du yachting, c'est pas, on va dire comme dans le monde de l'entreprise en général, il y a peu de formations qui forment par exemple à des métiers de manager. Je pense à un capitaine de navire qui va avoir sous son commandement 10 personnes. Il passe, on va dire, ses aptitudes médicales, les aptitudes de sécurité, tout ça, mais on ne lui apprend pas à être un manager. Donc nous, chez Edge, on investit 1% de notre chiffre d'affaires à la formation des marins tous les ans pour qu'ils puissent développer ce genre de compétences, donc de manager. Je pense à une hôtesse qui pourrait apprendre auprès des meilleures écoles, Morgane Mallet par exemple, qui pourrait apprendre à faire vraiment une belle chambre, à monter en compétence sur ce domaine-là. On est présent pour eux pour leur débloquer des dates s'ils ont oublié de repasser justement leurs aptitudes. On est vraiment présent pour eux pour qu'ils soient toujours, pour les faire. On essaie on fait des entretiens annuels avec chacun de nos marins, chose qui ne se fait pas dans ce milieu-là, pour voir et pour essayer de déceler quel est leur talent et pour mettre en évidence leur talent. Peut-être pourquoi pas certains les réorienter vers des métiers à terme mais qui concernent le maritime. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Edge pour que les marins performent et du coup puissent satisfaire au maximum nos clients. Et la deuxième chose qu'on entreprend, c'est des temps d'échange. On fait 2 séminaires par an dans des lieux qui sont plutôt sur la côte et qui font écho avec le milieu maritime.
ce qui nous permet d'avoir finalement de développer un peu cette culture d'entreprise qu'ils n'ont pas, puisque du coup ils sont rattachés à un bateau ou parfois ils changent de bateau en cours d'année. Mais avec nous, on essaie d'en faire des capitaines ou des marins ambassadeurs qui puissent s'identifier à une marque, s'identifier, avoir du soutien, se sentir soutenus et du coup, après de parler de nous et d'être là, quoi. Voilà. Je vous ai mis, voilà, c'est des moments où ce qui nous permet à nous de vraiment ces temps d'échange, ils sont importants parce que ça nous permet de nous remettre en question continuellement, puisqu'on n'invite pas seulement les marins, mais on invite aussi nos partenaires, on invite des prestataires, et voilà. Merci Alexiane. Donc je comprends qu'effectivement vous considérez l'entreprise comme étant quelque part aussi au service de ses salariés, ou en tout cas là aussi à leur écoute, et que vous créez un écosystème pour que ce soit ensemble qu'on réussisse. Et je pense que ça fait partie aussi effectivement des éléments importants pour qu'on puisse avoir une relation client ou des relations clients augmentées. Alors Agnès, qu'avez-vous mis en place chez GRDF par rapport à cette situation que tu nous as évoquée tout à l'heure ? Alors nous, ça fait 2 ans, et dans le cadre du projet d'entreprise de GRDF, et sous l'impulsion de notre directrice générale, j'insiste beaucoup, mais sur ce genre de programme, si on n'a pas l'impulsion de la direction générale et le top management, ça reste un peu compliqué. J'ai connu 3 directeurs généraux là pour l'instant sur mon poste. Je peux vous garantir que c'est un vrai facteur clé de succès quand on a sa direction générale qui est alignée sur l'orientation client avec vous. Donc nous, on a mis en place ce programme de culture client pour 4 ans. Il a démarré en 2022. On est au milieu. On est au milieu du gué, comme j'ai tendance à le dire en ce moment à toutes les équipes. On l'a nommé Act for Clients. J'agis pour le client. Et l'anglicisme, il n'est pas non plus anodin. On est dans une entreprise où on doit transformer la culture, pas que la culture client, la culture en général. Et l'anglicisme, dans notre entreprise très franco-française, ça les perturbe un petit peu aussi. Donc voilà, c'est pas non plus anodin, le Act for Clients. Ce programme, on l'a construit autour au cœur du dispositif, on a ce qu'on appelle les attendus de la relation client. Et ces attendus, on les a travaillés, on les travaille par population. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander la même chose à nos techniciens, à nos conseillers clientèle qui sont en front client chaque jour. Et on ne va pas leur demander on va pas demander la même chose à ceux qui sont en back-office, c'est-à-dire aux acheteurs, aux informaticiens, aux comptables. Le programme, il embarque bien l'ensemble des salariés de l'entreprise GRDF, voire ses prestataires aussi. Donc c'est les 11 000 salariés plus tous les prestataires. Et donc on précise à chacun, c'est quoi ce que l'entreprise, elle attend de toi quand tu es en situation client. Donc un technicien, très clairement, c'est tu arrives chez le client, avant tu l'appelles pour lui préciser que tu vas arriver à telle heure. Une fois que tu es chez lui, tu manifestes ta présence, même si l'intervention elle est en bordure et dans le coffret, en bordure de propriété, tu te manifestes, tu pousses l'enquête de satisfaction. Voilà. Très concrètement, c'est ça qu'on leur demande dans les attendus de la relation client. On se fait accompagner bien sûr d'un accompagnement sociologie parce qu'on est sur les attitudes et les comportements. Donc il faut qu'on soit à la fois pas infantilisant, pas trop directif. Et donc on est vraiment sur toute cette matière des comportements. Pour faire en sorte que cette culture client, elle prenne, comme toute culture, on diffuse, on infuse et on utilise pas mal d'outils. On s'est doté d'un portail Act for Clients où on va retrouver à la fois les attendus clients et qui est accessible bien sûr par l'ensemble des salariés, par nos techniciens aussi sur leur petite tablette. Et sur ce portail, on va déposer des éléments de langage simples pour que nos techniciens ils puissent expliquer facilement toutes les variations du prix du gaz de ces derniers temps, qui puissent aussi être à l'aise sur la transformation qu'on est en train d'opérer, de passer du gaz naturel
dit carboné au gaz vert, dit biogaz, et qui soient à l'aise vis-à-vis dans leur relation client. Donc c'est tout ce qu'on met dans ce qu'on appelle la box, la boîte à outils. Un bon technicien, un bon salarié, c'est quelqu'un qui aura sa boîte à outils et quand elle sera bien dotée, on aura gagné. Au-delà de ça, donc c'est un dispositif qui est porté par les managers, ça c'est essentiel. C'est le management qui doit incarner, qui doit impulser la culture client. On a une vigie client où et ça c'est aussi une gageure dans une grande entreprise comme GRDF, la vigie elle tient sur un A4, c'est 15 indicateurs et pas plus. Et ces indicateurs, ils permettent d'avoir des repères. C'est des indicateurs tout simples. Et j'aurai gagné quand les 11 000 salariés d'entreprise seront à l'aise sur ces indicateurs. Du type le chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires de GRDF? C'est quoi le NPS de GRDF? C'est quoi le taux de satisfaction suite à contact? Et comment on suit aussi, et la vigie nous y aide, les promesses qu'on fait aux clients, la promesse de lui délivrer par exemple une bonne donnée de consommation qui lui permettra de mieux maîtriser sa consommation d'énergie et derrière sa facture. Et puis on a un temps fort une fois par an. Donc on demande à tous les collaborateurs de participer à au moins un quart d'heure client pendant 3 jours. Alors là, le premier, il a eu lieu en 2022. On a commencé à marquer un peu les premiers esprits et à s'implanter dans l'entreprise. Là, j'avoue que le temps fort de 2023, je savais qu'on allait cartonner, je l'avais dit aux équipes, on a été vraiment très présents. 11 000 collaborateurs, on a eu 14 000 inscrits sur notre plateforme. C'est normal, parce que des personnes comme moi, et je ne suis pas la seule, on était inscrits à au moins 4 ou 5 événements pendant les 3 jours. En gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a tous les collaborateurs de GRDF fin septembre qui ont au moins entendu parler pendant un quart d'heure du client. C'est le minimum. Et ils en entendent parler, c'est la voix du client, on a des petites vidéos sur c'est quoi la voix, qu'est-ce que nos clients ils disent de nous. C'est aussi des inspirations, toute Bus notamment, et Paola est présente dans la salle, on s'inspire de ce qui se fait avec les chauffeurs de bus toute Bus, parce qu'on voit qu'il y a plein de similitudes avec nos techniciens. Et tout ça permet de semer des petites graines et demain, on l'espère, d'ancrer durablement la culture client. Et un dernier point, on a la culture client, on a tous un rôle à jouer. Ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de marteler et de montrer. Et Flore, j'ai bien aimé tout à l'heure ton intervention, c'est tout le monde qui est concerné dans l'entreprise, tout le monde. Y compris le comptable, y compris l'informaticien et la DRH. Et on a, alors je ne sais pas si on a le temps, je me tourne vers le timekeeper, on a un petit film pour illustrer la chaîne de valeur. Et pour montrer justement qu'on a tous un rôle à jouer. Madame Dupont désire désormais suivre avec précision sa consommation énergétique. Sur l'espace client GRDF, elle fixe des seuils de consommation gaz pour être alertée en cas de dépassement. C'est simple, fluide et très rassurant pour la cliente. Ce que Madame Dupont ne sait pas, c'est que nous avons été nombreux à travailler pour lui offrir ce service. Il y a Romain, de la direction Relations Clients, qui s'assure de la fiabilité des données de la chaîne des compteurs communicants et de la mise à disposition des données de consommation. Julie, chef de projet digital à la direction Marketing, qui a créé un affichage simple et ergonomique. Sofiane, de la direction des systèmes d'information, qui a travaillé activement pour que les données de consommation soient accessibles en toute sécurité sur le site. Bref, si Madame Dupont est rassurée, nous avons été nombreux à y contribuer. Et c'est sans oublier Gérard, qui arrive le premier le matin avec les croissants. Leïla, notre super alternante à la com qui a toujours la bonne idée. Martin, à l'accueil, qui gère jusqu'à 4 appels en même temps, tout en réceptionnant les colis. Et bien d'autres collaborateurs encore. Quel que soit notre métier, nous avons tous un rôle à jouer pour satisfaire nos clients. Act for Client, tous un rôle à jouer. Bravo, effectivement, je trouve que c'est remarquable, à la fois de simplicité, et chacun peut se reconnaître.
Et l'idée, c'est qu'on doit incarner effectivement la relation client et qu'on travaille tous in fine pour le client, quand bien même on ne les rencontre jamais. Et je pense que ça aussi, c'est important et ça fait partie effectivement des facteurs clés de succès. Et mettre en mouvement, organiser, mettre en lumière une dynamique pour que tout ça fonctionne bien. Alors, côté d'Air France, qu'est-ce qui s'est passé, Thierry? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur tout ça? Alors, comme je le disais, on a, depuis des années, on a un dispositif qui est en place. Alors, évidemment, régulièrement, on en renouvelle les visuels. Là, vous avez la campagne actuelle interne de promotion de la relation attentionnée. La relation attentionnée, c'est, j'allais dire, le cœur du dispositif en relation, comme vous pouvez le voir, avec les attentes des clients en la matière. Mais ça s'inscrit dans un dispositif qui est plus large, avec évidemment une mesure de la satisfaction client à chaque point de contact client, j'allais dire touch point, à chaque point de contact client, cette mesure de la satisfaction et cette satisfaction, il y a des objectifs qui sont fixés dessus à tout niveau de l'entreprise sur chacun des aspects justement du service qui est délivré. Alors on n'utilise pas toujours les mêmes indicateurs parce qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptés en fonction du métier et ce dispositif-là, au minimum une fois par mois, on a notre directrice générale et tous les directeurs généraux adjoints opérationnels, plus les cordons de la bourse, nos directeurs financiers, enfin voilà, qui sont présents autour de ces sujets pour justement regarder les résultats, en discuter et fixer aussi des orientations en la matière. Donc on a cette déclinaison des objectifs tout au long de la chaîne managériale, et puis on a dans ce programme justement cette relation attentionnée. Alors pour l'international, on a une déclinaison qui porte un nom un peu différent, mais je dirais que ça c'est plus une dimension organisationnelle qu'autre chose. Et ce programme-là, il repose sur 5 signatures de services que vous pouvez voir à l'écran. Ces signatures de services, elles ont été construites, élaborées avec l'ensemble des équipes opérationnelles et des collaborateurs qui sont en contact avec les clients. Et d'ailleurs, dans ces visuels, ce sont des vrais collaborateurs qui ont été pris en photo et qui sont mis en avant dans cette campagne interne de promotion. Alors, j'ai pas mis une vidéo, mais on a aussi ce genre de dispositif, et on utilise tous les canaux de communication interne, les réseaux sociaux aussi internes d'entreprise. Et ces signatures de services, en fait, elles sont basées sur des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, eh bien, ce sont les bonnes pratiques qui nous sont remontées par le terrain, justement, puisque on associe nos collaborateurs dans la construction de ces signatures de services et de ces bonnes pratiques pour s'assurer qu'ensuite elles puissent être mises en œuvre de façon à la fois cohérente mais facilement aussi par nos collaborateurs. Et puis on ne s'inscrit pas dans un cadre formaté d'interaction. Ce que l'on souhaite, c'est que la personnalité de nos collaborateurs justement puisse s'exprimer au travers de ces signatures de services. Alors on a des collaborateurs qui vont être plus à l'aise avec certaines signatures, d'autres avec d'autres, et l'objectif c'est que évidemment on ait une tonalité qui soit la tonalité Air France, empreinte de culture française pour dans le cadre des interactions de nos collaborateurs avec les clients. Ce dispositif, ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'il est en place. Il est plébiscité par les collaborateurs. Alors on a des dispositifs de formation, c'est intégré dans les formations pour tous les collaborateurs qui entrent dans l'entreprise. Et puis ensuite, on a tout un dispositif d'e-learning qui permet de se maintenir à jour justement sur les meilleures pratiques, notamment ces pratiques que l'on fait remonter en permanence du terrain pour pouvoir alimenter ce sujet et l'animer. On mesure de façon spécifique la satisfaction de nos clients sur ces dimensions d'interaction justement avec eux, et c'est ce qui nous permet ensuite, direction par direction, organisation par organisation, de construire les plans d'action. Et encore une fois, de construire des plans d'action qui sont concrets
puisqu'ils sont construits, encore une fois, avec les directions opérationnelles. Alors évidemment, ce programme de relations attentionnées, il ne peut pas aller sans un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition des collaborateurs, à la fois des outils d'empowerment qui donnent des marges de manœuvre à nos collaborateurs qu'ils peuvent mettre en œuvre sans demander l'accord de leur hiérarchie. Et ça, c'est un élément important puisque ça répond à une attente des clients qui est d'avoir affaire à des collaborateurs qui ont la possibilité de lever, de faire un geste, de lever une contrainte, d'offrir un accès salon, d'offrir des miles, d'offrir un petit cadeau sans avoir en référé une hiérarchie qui bloquerait complètement le système en fait et ne permettrait pas aux collaborateurs de réagir dans l'instantanéité à chaud vis-à-vis d'une situation client. Situation client, et ça c'est extrêmement important, qui n'est pas une situation uniquement en cas de problème rencontré par le client et d'une promesse qui serait non tenue par l'entreprise vis-à-vis de ses clients, mais une situation aussi qui peut être extrêmement positive. On a des clients qui voyagent pour des événements familiaux tout à fait positifs, qui ont et qui finalement voyagent à l'occasion d'événements importants de leur vie. Alors, je vais citer un exemple, c'est toujours le même que je prends, mais qui est le voyage de noces. Dans les outils qu'on met à disposition de nos collaborateurs, si un client appelle pour faire une réservation en call center pour justement un billet à destination de Tahiti, pourquoi pas, c'est assez traditionnel dans les voyages de noces, le collaborateur qui va répondre et qui va effectuer cette réservation par le client, pour le client, aura la possibilité, si le client porte à sa connaissance que c'est à l'occasion d'un voyage de noces, d'intégrer cette information dans le dossier qui suit le client, son dossier de réservation. Et cet élément-là va ensuite être porté à la connaissance de tous les collaborateurs qui interagissent avec ce client et ses clients tout au long de leur voyage. Et en mettant en place ces éléments et en portant à la connaissance de nos collaborateurs ces informations, ça va leur permettre d'adopter un comportement et d'adapter leur comportement en termes de personnalisation justement de l'interaction vis-à-vis de ses clients et d'avoir pourquoi pas un petit geste particulier qui permettra de reconnaître justement ses clients dans cette situation particulière et, encore une fois, de provoquer une émotion. Alors, on a tout un dispositif, au-delà des marges de manœuvre que j'ai citées, qui sont des petites cartelettes, des étiquettes pour les doudous, pour les enfants, que nos collaborateurs peuvent remettre, justement, à nos clients voyageurs, de façon à justement aller plus loin encore dans cette interaction. Tous ces dispositifs, évidemment, s'accompagnent d'informations que nous avons à notre disposition sur nos clients, qui sont mis à disposition de nos collaborateurs. Nos collaborateurs en frontline, que ce soit... Pardon ? Alors ça, on ne le stocke pas dans nos bases de données. Je pense que d'un point de vue législation, on aurait quelques soucis, effectivement. Mais en tout cas, ces outils qu'on met à disposition, alors nos collaborateurs, ils sont dotés d'iPad qui leur permettent justement d'accéder à ces informations en permanence, qu'ils aient leurs clients en phase 2 ou pas. Alors dans le call center, ce sont des ordinateurs, mais voilà, on met à disposition des informations sur nos clients qui vont avoir trait évidemment à leur statut dans notre programme Flying Blue, au chiffre d'affaires qu'ils représentent auprès de la compagnie, mais aussi qui vont leur permettre de savoir si ces clients ont déjà connu des incidents avec nous, de quelle nature, est-ce que ces incidents ont été traités, et des incidents dans le transport aérien, des moments où on n'est pas au top dans le service que l'on délivre à nos clients. Il peut y en avoir beaucoup, soit parce que ce sont des choses, des facteurs exogènes qui s'imposent à nous, ou parce qu'en interne, on a un métier qui est complexe et de temps en temps, il y a des choses qui ne se déroulent pas exactement comme on pourrait le souhaiter. Et donc l'objectif, c'est que nos collaborateurs aient la juste information à leur disposition aussi. C'est-à-dire que trop d'informations données aux collaborateurs peut les noyer et ne pas leur permettre de savoir quels sont les éléments importants sur lesquels s'appuyer pour interagir justement avec nos clients.
Et donc, avec chacun des métiers, on définit justement, en parallèle des bonnes pratiques, quelles sont les informations que nous devons mettre à disposition de chacun des collaborateurs. Et pour vous donner un exemple très concret, nos personnels navigants commerciaux ont à leur disposition une liste de clients quand ils sont sur un vol qui leur permet de savoir avec quels clients aller interagir de façon un peu plus poussée en particulier. Et ces clients-là, cette liste de clients-là, elle est élaborée justement en fonction des éléments que j'évoquais précédemment, chiffre d'affaires, mais aussi statut du client dans le programme de fidélité et aussi expérience précédente des clients, positive ou négative. Et donc, bon, on fait appel évidemment à des algorithmes, de l'intelligence artificielle pour mettre tout ça en place. Et ensuite, nos collaborateurs personnels navigants commerciaux sont très friands de cette dimension-là parce que justement, ça leur permet d'interagir fortement avec les clients. Et puis je vais terminer très rapidement avec un dernier dispositif qu'on a aussi eu le plaisir de mettre en place ensemble avec Florence il y a quelques années maintenant et qui est vraiment plébiscité par nos équipes de navigants. C'est qu'à l'issue de chaque vol, nous interrogeons nos clients sur ce qu'ils ont pensé de leur voyage et ils s'expriment beaucoup justement sur les interactions avec nos collaborateurs. Et cette information, elle est transmise en temps réel à nos chefs de cabine principaux et nos chefs de cabine de façon à ce qu'ils puissent s'appuyer sur ces retours clients. Et les premiers tombent 15 minutes après l'atterrissage d'un vol. Et quand on a un équipage qui fait une rotation à l'international, c'est le même équipage qui revient ensuite. Et donc nos chefs de cabine peuvent s'appuyer sur ces retours clients pour manager les équipes, justement manager l'équipage de façon à essayer de délivrer ensuite sur le vol retour le meilleur service possible. Et donc c'est un outil de management augmenté aussi au travers des outils qu'on met à disposition pour pouvoir améliorer le service encore et le personnaliser. Merci Thierry, tu nous donnes envie de voyager. Écoute, il est enthousiaste, c'est super. En tout cas, donc voilà. Donc on définit le quoi de façon certaine. C'est ce que tu indiquais, hein, les 5 signatures. Par contre, il faut donner des outils aux collaborateurs pour qu'ils puissent décider du comment. Et je pense que ça aussi, c'est une clé de succès. Et du coup, Flore, pour conclure avec ta vision aussi, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme conclusion par rapport à ça ? Alors, une petite illustration, parce qu'il a été cité en effet que ce n'est pas seulement ceux qui sont en contact avec le client qui ont leur rôle à jouer dans le parcours client. J'ai un petit exemple avec une société de leasing automobile qui gère des flottes d'entreprises, et une des voitures est en panne. Voilà, donc c'est la société qui prend en charge la réparation. On lui annonce 8 jours environ de délai de réparation. Au bout de 8 jours, pas de son, pas d'image. Donc le client final, l'utilisateur de la voiture, appelle. Service client au top, hein, on les avait accompagnés au top, prise en charge, je m'occupe de vous monsieur, je vous rappelle. Et donc le service client, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle le service technique. Bah non, on n'a pas la pièce, bah non, quels sont les délais ? Bah on n'en sait rien, hein, mais qu'est-ce que je fais avec mon client ? Bah tu te débrouilles. Et donc effectivement, l'affaire a quand même duré plus de 3 semaines. Quand on est client avec une flotte automobile, il y a quand même beaucoup de voitures derrière, hein, il y a un gros enjeu. Et donc c'est le conseiller clientèle qui a dû tellement tempêter et de dire au département technique, si on ne trouve pas une solution, si on ne fait pas une voiture de prêt, là maintenant on va perdre tout le client. Et ça a mis longtemps à percuter. Et donc, effectivement, ces services techniques, ils ne sont jamais en contact avec les clients. Donc, il faut donner du sens à tout le monde. Et donc, on s'est dit, oui, il faut peut-être aussi les accompagner, eux. Voilà. Donc, la petite illustration. Et pour terminer, je vais jeter un autre pavé dans la mare, c'est qu'effectivement, ça a été évoqué hein, déjà par Jean-Yves ou toi Agnès, je ne sais plus, mais la culture client est intimement liée à la culture et à l'expérience collaborateur. Et là, écoutez, là, nous, en France, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Parce que là, j'ai eu entre les mains la dernière étude sur la symétrie des attentions.
Et très, très franchement, un collaborateur sur 2 déclare ne pas se sentir écouté ou assez bien accompagné par son manager. Un collaborateur sur 2 estime que son travail et ses efforts ne sont pas assez reconnus pour son entreprise. Selon eux, la satisfaction des collaborateurs n'est pas aussi importante que celle des clients. Donc là, en effet, on demande beaucoup et on les accompagne, à tous les collaborateurs de l'entreprise, à être attentionnés avec le client, à prendre du temps, à découvrir ses attentes relationnelles. Et quand on demande aux managers de proximité d'en faire autant, ben, j'ai pas le temps. Et dans la réalité, c'est un peu vrai, hein, parce que quand on décortique entre la réunionnite aiguë, la gestion des problèmes techniques, les process, les reporting, etc., il leur reste en gros 20% de leur temps pour vraiment faire du management. Et là, on est quand même un peu dans les ennuis. Donc là, il y a une vraie source d'optimisation pour fidéliser ses collaborateurs et pour leur donner envie de prendre en charge avec attention leurs clients. Et nous, on les accompagne dans ce sens, dans une démarche de coaching bienveillante et pas d'évaluation. Et quand on leur dit, bon, alors là, on va programmer une séance de coaching, elle est par trimestre, on ne va pas non plus le faire tous les mois, 1h30. 1h30 ! Mais jamais je vais trouver le temps. Donc voilà, donc là, il va falloir faire aussi évoluer beaucoup nos comportements dans ce sens et pas uniquement vis-à-vis du client. C'est le mot de la fin. Très bien. Un grand merci, Flore. Donc, je ne sais pas si éventuellement il y a le temps pour une question ou deux. On sera ravis de pouvoir vous écouter. Alors d'accord, bonjour. Oui, je disais, c'est peut-être une question pour tout le monde, mais peut-être plus RDF ou Air France, c'est la question de la loyauté. Loyauté aux clients ou loyauté à l'entreprise. Et c'est vrai que dans des périodes de grand ce qu'on appelle le syndrome du double patron, hein, et c'est vrai, ou dilemme du double patron, c'est vrai que dans des périodes de grands changements, des personnes qui, dans toute leur bonne volonté, préfèrent servir le client comme elles l'entendent, parce qu'elles se sentent loyales aux clients, mais pas dans ce que leur demande l'entreprise. Et je voulais savoir comment vous gérez ces conflits, parce qu'ils existent, hein, même si vous me dites que ce n'est pas vrai, ils existent. Je peux commencer, Thierry. C'est une belle question, Isabelle. Effectivement, quand on porte les attendus de la relation client là, auprès de nos techniciens, auprès de nos populations de conseillers, moi j'ai remarqué, alors, chez GRDF, on a, j'ai commencé par ça, cette culture de service public. Donc ça reste ancré. Et même dans les nouvelles générations, dans les jeunes générations, on a cette culture du service public. Et finalement, je me suis vite rendu compte, il y a déjà 7-8 ans, que quand on leur montre ce que les clients disent de nous, la voix du client, et j'ai souvent eu cette expression, la voix du client est plus forte que la voix du manager. Et c'est, ah oui, le client, il dit ça de nous. Et finalement, ça les fait réfléchir. Donc, le fait d'aller vers eux et de leur dire, les clients, ils pensent ça de nous. Voilà, on a aussi la possibilité d'avoir les verbatim clients et au niveau de la maille managériale la plus fine possible, d'avoir le taux de satisfaction pour cette maille managériale, cette entité-là, et les verbatim associés, ça pèse fort. Donc, oui, la voix du client, elle est plus forte que la voix du manager. Alors côté Air France, on a une entreprise qui existe depuis un certain temps, mais qui surtout il y a une culture d'entreprise qui est très très forte. Il y a un attachement à la marque et à l'entreprise qui reste encore extrêmement fort, une fierté d'appartenir aussi à Air France, même si sur les plus jeunes générations, avec toutes les problématiques environnementales, on sent que cette dimension de l'impact sur le climat pèse un peu plus justement sur l'attachement à l'entreprise ou pas. Mais globalement, majoritairement, on a quand même des collaborateurs qui sont effectivement très très attachés et très fiers de travailler pour Air France. Alors, dire si ça pèse plus ou pas, je dirais que cette expression de l'importance du client
et de la voix du client, on la constate notamment dans les situations les plus difficiles, quand on a des gros événements météo qui font qu'on a beaucoup d'avions qui malheureusement ne peuvent pas décoller et on a beaucoup de clients qui s'accumulent à l'aéroport et dont il faut prendre soin. Et là, on a une implication des équipes qui est totale vis-à-vis des clients, mais du coup qui bénéficie aussi à la marque et qui va dans le sens de ce que l'entreprise attend de ses collaborateurs en la matière, c'est-à-dire traiter au mieux ces situations difficiles auxquelles sont confrontés nos clients. Donc la difficulté que l'on peut constater, du coup ça va un peu dans le sens de l'entreprise et aussi c'est que dans tous ces moyens que je disais d'empowerment qui sont mis à disposition de nos collaborateurs, la plus grande difficulté que l'on a, c'est qu'ils les utilisent. Parce que justement, ils ne veulent pas gaspiller les biens de l'entreprise et les moyens qui sont mis à leur disposition. Et donc, je pense que c'est une des plus grosses difficultés auxquelles on a affaire, qui est de les inciter à profiter de ces outils, de cette liberté que l'on met à leur disposition pour satisfaire encore plus nos clients. Alors on a des entités, des directions dans lesquelles les choses sont bien implantées, où ça fonctionne bien, et d'autres sur lesquelles on sait et on mène encore un travail justement de sensibilisation qui est à la fois des collaborateurs eux-mêmes et du management, du middle management, qui lui peut être soumis à parfois des injonctions qui peuvent lui paraître contradictoires, de faire attention au budget et aux dépenses, et d'un autre côté, de laisser la latitude à leurs collaborateurs d'utiliser un certain nombre de moyens qui sont mis à leur disposition sans avoir ces autorisations à donner en amont. Et ça, c'est quelque chose, ça fait longtemps qu'on a attaqué le sujet et on a encore beaucoup de travail dessus. Donc on a des collaborateurs qui finalement sont quand même assez attachés à leur entreprise et je dirais au respect de l'équilibre aussi économique, cette sensibilité de l'entreprise. Bon, je pense que là, si on ne veut pas complètement être hors délai, on va peut-être une question au fond. Sur la relation client et la relation attentionnée, est-ce qu'on ne met pas la pression sur les collaborateurs? Est-ce que cette pression est peut-être préjudiciable à la qualité de la relation? Parce que c'est vrai qu'on en... Alors moi, je crois qu'on répond à une attente des collaborateurs en fait en la matière et qu'on leur donne des outils justement pour savoir dans quel cadre, alors on essaye que ce soit le moins coercitif possible, mais dans quel cadre justement interagir avec les clients et aussi qui repose, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dessus, sur leur propre expérience. Puisque eux, ils ont la pression client au quotidien, puisqu'ils délivrent le service à nos clients et dans des situations qui sont parfois compliquées parce que justement l'entreprise ne tient pas nécessairement toujours, malheureusement, ses promesses vis-à-vis des clients. Et donc tout ce qu'on met en place a justement pour objectif d'essayer de libérer ces énergies et au contraire de leur faciliter la vie, de leur donner des outils et des moyens pour pouvoir interagir au mieux justement avec les clients. Ouais, et je vais compléter, au-delà de la boîte à outils là, qu'on leur fournit, je pense à peu près tous là, dans nos programmes, moi ce que je retiens, c'est qu'on leur redonne le sens. Voilà. Et ça c'est hyper important. On leur redit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi le client, il doit être au cœur de nos préoccupations? Pourquoi la culture client, ça doit être dans notre ADN? Et le fait de redonner le sens, je pense que ça, c'est quelque chose que les collaborateurs attendent et dont ils sont friands. Et les collaborateurs, les managers aussi. Je pense qu'il faut réapprendre le plaisir de faire plaisir. Et ça, c'est fondamental. C'est un de nos leitmotivs et notre un motto dans Esprit de Service France. C'est capital de pouvoir redonner ce plaisir de faire plaisir. Parce que dans la relation, il n'y a que ça qui compte. Et on peut désamorcer beaucoup d'inconvénients, de désapprouvements ou de différentes
inconvénients et d'agressivité en étant dans cet état d'esprit qui est capital pour justement désamorcer toute cette situation. Et ça, on y croit profondément au sein d'Esprit de Service France. On se bat pour ça. Je suis désolée de prendre la parole, mais je vais attaquer la suite. Dire aussi. Tu voulais juste donner un mot. Juste un mot. C'est vrai que moi, dans mon milieu, dans mon secteur, à moi, ça aurait pu être un frein et ça pourrait être quelque chose qui puisse leur mettre la pression d'utiliser ces nouveaux outils. Je ne dis pas qu'ils ont accueilli à bras ouverts toute cette digitalisation. Par contre, si on l'amène bien, qu'on donne du sens, qu'on est là, qu'on forme et qu'on est disponible pour eux, tout de suite, ça leur montre qu'ils peuvent lever les freins et ils y vont maintenant très très facilement et ils sont même là à promouvoir l'utilisation d'outils digitaux au sein même de leur management et de leur navire. Voilà. Bon, là, je pense que maintenant, il faut qu'on puisse clore cette table ronde. Merci de votre écoute, merci de vos questions. Et puis, bonne continuation de séminaire.